attaque une nouvelle semaine avec de bonnes résolutions à tous les niveaux pour que ça roule et que ça se passe sans heurts. Alors, j'ai quelques livres à vous présenter, dont je dois vous parler. J'ai l'impression d'être pas très droite. Bref. J'ai terminé hier soir avec Pénélope, Passing Strange d'Hélène Clagès, qui va donc parler du destin de 6 femmes lesbiennes dans les années 40 à San Francisco, et qui était une lecture vraiment très bonne, très étonnante. Très étonnante. Il y avait quelque chose de très étonnant dans tout ça, je trouve, parce que je m'attendais pas à ça, je pense. Je pense que c'est surtout ça, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Finalement, le seul reproche que j'ai à faire à cet ouvrage, c'est qu'il est trop court et que j'en aurais aimé plus. J'avais envie d'en savoir plus et sur les personnages et sur ce qui allait se passer parce qu'on a une certaine ellipse de temps et j'avais envie de savoir ce qui s'était passé dans ce creux un peu du récit. On va suivre principalement deux personnages féminins et principalement leur histoire avec d'autres femmes qui gravitent autour dans le même cercle, donc de femmes homosexuelles américaines. Et c'était vraiment trop trop bien. Ça parle évidemment de plein de sujets de société, ça parle de plein de sujets hyper importants, notamment dans les milieux queer, mais aussi dans la société patriarcale, sexiste, misogyne, homophobe. Et c'était vraiment très chouette, c'était vraiment très bien écrit. J'ai trouvé que l'écriture était hyper fluide, hyper envoûtante. J'ai adoré le début que j'ai trouvé hyper prenant. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture, mais je vous dis, je regrette un petit peu, et c'est ce qui fait que ça n'en fera pas un coup de cœur, la rapidité du récit. C'est rare que je dise ça, en général, je prends les livres pour ce qu'ils sont, la plupart du temps, et les récits courts, ça me dérange pas, mais là, vraiment, j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose pour que ce soit complet, parfait, etc. Je n'ai même pas pris le temps Je n'ai même pas pris le temps de lire l'interview à la fin. Il faudrait peut-être parce que je pense que ça éclairait ma lecture. Mais je le ferai et on en reparlera en bilan lecture du coup avec l'éclairage de ce que dit l'autrice de son ouvrage. Ça peut être pas mal. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, donc si ça vous intéresse, allez voir le vlog précédent, donc le vlog 46 où je développe les thématiques, chose que je ne vais pas faire ici. Mais sachez que c'était une très bonne lecture. Voilà. Et je sais que Pénélope a aussi beaucoup aimé. Donc très très chouette. J'étais ravie de le découvrir. Oui, j'ai rapproché un petit peu parce que ça cadre mieux. Bref, ensuite, j'ai lu ça et je ne l'ai pas terminé. J'en suis encore à la moitié. Alors mon marque-page n'est pas à la moitié parce que je l'ai lu en numérique en fait. L'histoire de cet abandon, c'est que ce week-end je n'étais pas là, je n'ai pas pu lire autant que j'aurais souhaité. Je pense que j'aurais clairement pu le finir sur le week-end, sur les 2 jours de week-end, mais on est parti, vous avez vu ça dans le vlog précédent, donc tant pis. Et Pénélope l'a terminé, elle a apprécié, mais pas incroyable, et du coup j'ai pas tellement envie de le finir, ça me motive pas des masses. En gros, si vous voulez, on suit. Alors, c'est une réécriture de Pinocchio, hein. Concrètement, ça, sachez-le, c'est une réécriture de Pinocchio. Et on suit le personnage de Victor, qui est un jeune humain qui vit avec son père Giovanni, qui est un androïde dans la forêt. Et il a deux androïdes, est-ce que c'est vraiment des androïdes, en tout cas des robots, avec eux, qu'ils ont réparés. Et un jour, ils vont trouver un androïde qui est encore en vie. J'allais dire, est-ce qu'en vie c'est le bon mot, mais en tout cas qui n'est pas éteint et cassé. Il le ramène, le répare, et ça va déclencher par bien des choses tout un badaboum. Le problème, c'est que ce que je vous dis là arrive à 40% du livre. Ça veut dire que le véritable élément déclencheur de tout ça, ça arrive à quasiment la moitié du livre. Donc on a une première partie que j'ai trouvée extrêmement longue. Si ça avait été de la cosy SF, ça aurait été parfait, parce que c'était très très chouette, si ce n'est certains points, mais j'y reviendrai après. Mais ça n'est pas le cas, et il va y avoir une aventure, une quête, quelque chose, et ça arrive à la moitié. Ce qui fait que Pénélope l'a confirmé, mais on s'en doutait un peu avec Juliette, et bah du coup, toutes les aventures sont rushées à fond de balle sur un laps de temps donné, sur une ou deux parties, et après, on a la fin et la situation de résolution et la situation finale. Et voilà. Donc on a une très grosse partie où il se passe pas grand-chose. Je trouve en plus de ça que les personnages sont pas tellement développés, pas tellement... Ouais, y a pas... c'est pas comme si en plus c'était... Voilà, c'est pas comme si c'était pour développer les personnages à fond. C'est même pas tellement le cas.
Du coup, c'est vrai que c'était un peu long. Ça se lit bien, mais c'était un peu long. Et j'ai pas tellement envie de finir parce que du coup, Pénélope nous a raconté la fin. Ça aurait pu me donner envie, hein. Moi, savoir la fin et être spoilé, ça ne coupe pas forcément dans mon envie de continuer un livre, loin de là. Mais là, ça m'a pas plus donné envie. Elle m'a conseillé de ne lire que la dernière partie, qui est un petit peu la situation finale de l'ouvrage, en me disant que finalement, c'était ce qu'elle avait préféré. Donc, c'est probablement ce que je vais faire. Dernière partie qui représente ça, hein, concrètement. Donc en gros, si vous voulez, moi j'en étais partie 2. Toutes les aventures sont plus ou moins concentrées dans cet espace-là, à peu près, hein. Donc pour moi, il y a vraiment un problème d'équilibre, de rythme et d'équilibre dans ce livre qui fait que bah c'est pas ouf. Je peux comprendre qu'on ait aimé, je peux totalement comprendre qu'on ait adhéré, qu'on était à fond dedans. Voilà, c'est juste moi, selon mes goûts à moi, ça met trop de temps à se lancer, donc voilà, j'ai pas spécialement envie de le terminer, tant pis, c'est pas très grave. Je lirai quand même l'épilogue, c'est pas un épilogue. La partie 4, pour voir un petit peu comment se terminent certaines choses qui m'intéressaient, mais voilà, donc pas incroyable. Donc je pense que je vais le revendre parce que j'en ferai rien de plus, hein, concrètement. Voilà. Sinon, oui, dans les points de la première partie où je vous disais c'était très chouette, il y a quand même quelques trucs qui m'ont un peu dérangé. En gros, les personnages ont chacun un trait de caractère et on se cantonne un peu à ça. Et je trouve ça pas bon, voilà, pas ouf, d'autant que on a des personnages qui sont extrêmement stéréotypés, c'est vraiment très étiré. Donc on a un des robots qui est la sociopathe, donc qui fait la sociopathe. On a un des robots qui est l'anxieux un peu relou, donc il fait l'anxieux un peu relou. Et je dis pas que les gens anxieux sont relous, c'est comme ça qu'il est un peu représenté dans l'ouvrage. Victor, il fait un peu le médiateur entre les deux, et voilà. Et après, voilà, le père, on le voit pas énormément. Mais en gros, c'est le papa gentil, machin. Et tous les personnages sont comme ça, très mono-caractérisés. Donc, bon, voilà, c'était pas incroyable. En plus de ça, on ajoute un humour un peu lourd sur les bords. Il y a des moments où c'était. Voilà, la blague une fois, bon. La blague deux fois, la blague trois fois, ça commence à devenir chiant. Et quand ça faisait la 10e fois, il y a un moment où c'était plus drôle du tout, quoi. En revanche, bref, du coup, ce week-end, j'ai avancé 5 chemins de pardon. Donc, j'ai terminé la première nouvelle. J'ai lu la deuxième. Et j'ai presque terminé la troisième. Ouais, il me reste 20 pages. Un peu moins de 20 pages à la troisième. Et c'est absolument incroyable, c'est absolument génial, j'adore. Donc en gros, on est sur 5 nouvelles qui se passent dans l'univers de l'écumène, qui est une espèce de gigantesque empire. J'allais dire, est-ce qu'on peut vraiment dire un empire? Non, puisque l'objectif c'est justement peut-être d'abolir l'esclavagisme, etc. Et on va parler du coup de différents personnages à différentes époques, à travers différentes planètes dans l'univers de l'écumène. Et franchement, c'était trop bien. La première qui s'appelle Jour de pardon, puisqu'on va aborder plein de thématiques passionnantes, à savoir eh bien, la rébellion, la trahison aussi. Ça va aborder des grandes thématiques autour de ces deux pôles, voilà, de rébellion, d'abolition de l'esclavagisme. Et ça va aborder des thématiques peut-être un petit peu plus secondaires, mais que je trouve hyper importantes aussi. Et notamment de relations entre personnes âgées ou considérées comme âgées, et de la façon dont on peut reconstruire sa vie. J'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Non, je vous dis une bêtise, la première c'est trahison. C'est la deuxième jour de pardon. Ça va parler d'une jeune envoyée de l'écumène qui va sur une planète où il y a encore des esclaves. Il passe jamais autant de voitures que quand je filme, c'est absolument incroyable. Donc du coup ça parle de ça, ça va parler aussi de rapports entre deux personnes totalement différents en termes d'éducation, de croyances, de manière de vivre et de penser, et comment on peut évoluer ensemble. Bref, c'était génial, j'ai adoré. Et la troisième, un homme du peuple, qui va parler d'un homme qui vit encore une fois sur une planète de l'écumène. Je crois que sa planète n'en fait... Je sais plus si sa planète en fait partie ou pas, je crois que oui. Bref, et en gros, il vit dans un monde qui est très très codifié, avec plein de règles, et il va faire quelque chose qui est extrêmement mal perçu par son peuple, puisqu'il va partir, et que bah, ça c'est pas envisageable dans un monde où chacun a sa place de par sa naissance. Il y a des choses hyper intéressantes dans leur univers, par exemple, ceux qu'on considère être le père des enfants, c'est en fait le frère de la mère. Je sais pas si vous voyez, c'est l'oncle. En gros, l'oncle est le père, et le père biologique bah, n'est qu'un père biologique. Et donc il y a des choses qui sont hyper intéressantes dans la manière de voir la famille, de voir les relations sociales, etc. Ça, c'était très chouette. Et en gros, là où j'en suis, bah, il est parti, et voilà, je vous en dirai pas plus. J'espère que j'ai pas trop raconté. Je vous ai pas donné la teneur à chaque fois
des retournements, etc. Je vous ai donné à peu près les thématiques, donc ça ne spoile pas. En tout cas, c'est vraiment très 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 bon et je ne regrette pas du tout, puisque je l'avais commencé en août et je ne regrette absolument pas de l'avoir posé parce que j'étais pas dedans et de le reprendre que maintenant. Alors ça a un petit peu repoussé ma lecture, mais j'avais pas la tête à ça et je pense que je serais passée à côté et ça aurait été dommage parce que c'est absolument excellent et que j'adore. Et ça me donne envie de lire tous les Ursula Le Guin bien évidemment et j'en ai quelques-uns d'avance donc c'est parfait. Voilà, et enfin, dernière lecture que j'ai entamée. C'est une lecture commune qu'on fait sur Instagram avec Pénélope, Natcha et 5 autres personnes d'Instagram. Et j'ai lu la première partie que je devais lire aujourd'hui et c'est absolument incroyable. J'adore. Alors, vous allez dire, je suis très exaltée, c'est possible. Je suis effectivement exaltée, mais j'adore ce genre de plume et je comprends parfaitement pourquoi ça n'a pas plu à plein de gens. C'est une plume qui est extrêmement cynique, pleine d'humour noir, parfois très élevée dans le vocabulaire et la manière de parler, parfois très vulgaire et c'est génial. Moi j'adore ce genre de mélange de tons qui fonctionne très bien pour moi. Il y a des passages qui sont vraiment très très bons quoi. Je vais vous en citer un par exemple. C'est une tragédie que de devoir gaspiller leur jeunesse à poursuivre de leurs assiduités une vieille bique fripée, une soi-disant reine d'Ithaque, au lieu d'attaquer, de piller et d'esclavager comme de vrais hommes. Et voyez, vous sentez... Enfin, c'est tout le temps comme ça, quoi. Alors, plus ou moins subtilement cynique, mais toujours un peu cynique. On a une critique absolument géniale des hommes grecs, des hommes de manière générale, des dieux tout autant. On est vraiment, je trouve, sur une analyse assez fine de personnages de la mythologie grecque bien menée, intelligente. On va être du point de vue d'Héra, ce que je trouve extrêmement original et cohérent, puisque je vous rappelle qu'Héra est quand même la déesse des femmes, des épouses, de la famille, etc. Et vu qu'on suit Pénélope, ça fonctionne très bien. Et elle a un regard extrêmement acéré sur les autres dieux et déesses. C'est très brut de décoffrage à certains moments. Parfois, je vous dis, il y a des gros mots, etc. Et c'est un côté un peu vulgaire. Et à d'autres, c'est beaucoup plus beau dans la plume, quoi. Vraiment, on a cette alternance qui est hyper bien menée, que j'adore. Et j'ai hâte de voir où ça va. Pour le moment, vous imaginez bien qu'on est sur le tout début, donc là, on met en place la situation de base. Ce qui est génial, c'est que comme la narratrice est omniprésente, c'est une déesse, elle connaît à la fois le passé, le présent, le futur, et elle voit simultanément tout ce qui se passe dans le monde, entre guillemets. Du coup, si vous voulez, on a cette narratrice qui sait absolument tout et qui fait des retours en arrière à certains moments pour vous raconter certains épisodes et qui parfois voilà, a cette voix un petit peu prophétique, très légèrement prophétique. En même temps, on sait ce qui va se passer à Ithaque, donc c'est assez drôle. Ouais, c'est vraiment bien mené. Je ne vais pas plus m'étendre puisque je n'ai lu que 74 pages, mais j'aime beaucoup et j'ai très hâte de continuer. Voilà, vous savez tout pour mes lectures de ce week-end. Donc, mon objectif de la journée, ça va être d'avancer ça et de le terminer relativement rapidement parce que ça se lit tout seul. Et je suis aussi en train de lire en numérique sur mon téléphone, du coup, puisque ma liseuse est pétée. Je suis en train de lire La chasseuse et l'alchimiste, que j'aime beaucoup, que je trouve très bien écrit, très intelligent. Je n'ai pour le moment relevé qu'un défaut dans l'ouvrage. Genre, j'ai lu 20%, hein, mais il y a qu'un truc qui me dérange, c'est que le personnage masculin n'arrête pas de parler du physique, enfin n'arrête pas, parle de manière assez régulière du physique du protagoniste féminin. Je trouve que c'est assez récurrent et un peu dérangeant que ça revienne aussi souvent. Je vois pas l'intérêt qu'on sache qu'il la trouve belle ou pas, on s'en fout un peu, d'autant qu'elle le fait pas, elle. Bref. Mais sinon c'est très chouette et c'est une très bonne découverte pour le moment. Je suis ravie de m'être lancée parce que je trouve que c'est un très chouette young adult, mais on en reparlera quand j'aurai plus avancé puisque j'étais à fond sur le VO et du coup j'ai très peu avancé celui-ci. Voilà, du coup je vous laisse pour aujourd'hui et on se dit à demain. Coucou, on se fait un petit point. On est mardi soir, il est relativement tard, mais je voulais quand même vous reprendre pour vous parler d'un truc qui n'a pas grand-chose, enfin si, qui a à voir avec la lecture, mais pas directement avec mes lectures. J'ai acheté récemment, si vous êtes là depuis 3 mois, vous le savez, une liseuse Vivlio qui était somme toute assez bien, voilà, comme ça. Et il y a peut-être une semaine, je dirais, j'ai retrouvé mon écran comme ça. Voilà. Je me suis dit naïvement, le truc à 3 mois, je vais le faire échanger en fait, hein, tout simplement, ou rembourser, enfin ça dépend des politiques des magasins, mais voilà quoi. Et donc je contacte Vivilio et Les Furets du Nord, qui était le revendeur, et quelle ne fut pas ma surprise en apprenant que l'écran n'est pas garanti
ne fait pas partie de la garantie du truc. Donc, en gros, je vous résume le mail, je peux peut-être vous le remettre si j'ai le courage, enfin voilà. En gros, les technologies à encre électronique sont très fragiles et une micro-torsion ou un micro-choc peut péter l'écran. Voilà. Même si elle est protégée, c'est ce qui est précisé. Hein. Même s'il y a une housse, il suffit d'un petit choc ou d'une petite torsion et l'écran peut péter. Donc, ça implique que votre liseuse n'est absolument pas transportable, puisque même protégée, elle peut péter. Ce qui gâche un petit peu le principe de liseuse, hein, vous me direz. Et même sans ça, finalement, puisque moi, ma liseuse reste dans ma chambre, elle ne bouge pas de ma chambre, elle est... voilà, elle ne bouge pas, elle reste sous mon oreiller, pour tout vous dire, dans mon lit. Hein, donc, autant vous dire qu'elle est dans de la ouate. Et ben, ça peut péter, voilà. Et c'est pas garanti. J'ai regardé sur les deux sites, j'ai regardé sur plusieurs sites de revendeurs. La garantie n'est pas précisée, on ne vous dit pas qu'est-ce qui est garanti ou pas. Donc vous, naïvement, quand vous achetez votre produit en pensant à cette fameuse loi de l'Europe qui garantit tous les produits 2 ans, vous vous dites bah c'est bon, mais en fait pas du tout. Sachez donc que les écrans Violio sont fragiles, ils savent qu'ils sont fragiles, ils le savent, mais c'est pas garanti, donc vous l'aurez dans l'os. Donc, en gros, je ne vous recommande pas du tout d'acheter une Violio parce que vous ne savez pas combien de temps elle peut durer. Ça peut durer 1 semaine. Il y a une personne avec qui j'ai parlé qui m'a dit que la sienne avait duré 1 semaine, comme 3 mois pour moi, comme 6 mois pour une autre personne qui m'a contacté en me disant que c'était son cas, comme 2 ans, comme 3 ans. C'est la surprise. Donc autant vous dire que c'est pas forcément la meilleure des surprises. Hein. En général, quand on investit 120 euros, on apprécie que ça dure un petit peu plus que quelques mois, voire même 1 an ou 2 hein, concrètement, mais bon, soit. Donc je vous recommande pas du tout d'acheter une Violio parce que si elle pète, vous l'aurez dans l'os. Voilà, vous ne pourrez rien faire. Donc là, en gros, les Furets du Nord me proposent un bon d'achat de moins 50% pour racheter une liseuse, chose que j'ai refusée parce que je n'ai aucune envie de m'amuser à ça, les contacter à chaque fois qu'elle pète, parce que potentiellement elle peut péter n'importe quand, et repartir sur un achat, puisqu'à chaque fois je dois réinvestir des sous, hein, concrètement. Et j'ai pas envie de réinvestir des sous. Enfin, je veux dire, vous voyez la somme que ça fait au bout d'un an, si tous les 3 mois je dois remettre 60 euros pour acheter une liseuse, enfin, c'est aberrant, quoi. Enfin, ça me paraît incroyable. Donc, moralité de toute cette histoire, si vous achetez une Violio, achetez une coque en titane, sinon ne l'achetez pas. Donc j'ai voulu acheter une liseuse d'une marque indépendante qui faisait pas partie d'un gros groupe machin, et ben voilà, j'en suis ravie. Donc je vais retourner aux bonnes vieilles Kobo, hein, puisque ma Kobo finalement quand je l'ai changée elle avait 2 ans, j'étais dégoûtée en me disant oh bah ça fait pas longtemps que je l'ai, oh bah si j'avais su. Bref, mais je vais retourner à Kobo puisque quitte à investir une centaine d'euros un peu plus, bah autant qu'elle dure 2 ans plutôt que 3 mois. Voilà. Donc je suis un petit peu dégoûtée, je trouve ça un peu scandaleux, je vous cache pas, d'autant que c'est quelque chose qui est connu de la marque. Ça veut dire qu'en gros, ils fabriquent des produits fragiles, qu'ils vendent une blinde et qu'ils garantissent pas quoi. Donc ils savent très bien que bah ils savent qu'ils vendent un truc qui peut péter à tout moment et qui est pas garanti et donc bah la seule solution c'est de racheter chez eux quoi. C'est bien en 2023 quand on est censé faire des économies de ressources. Voilà, donc impeccable, je suis ravie, vous imaginez bien, ça me mine depuis quelques jours parce que d'une part déjà je dois lire sur mon téléphone, chose que je déteste, à petite dose ça va mais très très vite c'est saoulant, et puis parce que bah, c'est une somme, 120 euros, enfin je veux dire, c'est des sous avec lesquels j'aurais pu faire autre chose que d'acheter un produit pourri par exemple, et surtout je vais devoir réinvestir 130 euros je crois la Kobo Clara, pour avoir une liseuse parce qu'en fait j'en ai besoin. Enfin, je veux dire, c'est pas un besoin vital, on s'entend. Hein, je veux dire, au même titre que la plupart des choses qu'on s'achète de manière générale, hein, c'est rarement des besoins vitaux, mais bah quand même, en fait, j'en ai besoin et je me vois pas ne plus en avoir du tout. Donc, je sais pas, je vais devoir remettre des sous là-dedans. Bon, bref. Et donc, bref, ça pour vous dire que n'achetez pas Violio parce que bah, c'est un pari un peu risqué, quoi. C'est-à-dire que ça peut très bien fonctionner comme pas du tout et je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle à ce prix-là. Voilà. Sinon, du coup, j'ai pas tellement lu aujourd'hui parce que j'ai fait plein de trucs, mais j'ai pas lu. Enfin, j'ai lu ma partie du jour de Pénélope Rendita qui est toujours aussi chouette, toujours aussi intéressant. Le même ton, toujours passionnant de Femmes en colère, etc., que j'apprécie énormément. La narration que j'aime énormément. Les petits commentaires, etc., que j'aime beaucoup. Mais je vous en reparlerai demain parce que là, je suis trop énervée pour. Voilà.
Donc je vous laisse pour ce soir. Ah, je vous ai pas dit. Si, oh bah, tant qu'on est dans les trucs énervants. Donc j'ai reçu ça. Je vous avais dit que j'allais le commander. Je l'ai commandé chez Décitre. Donc Décitre et les Furets du Nord, si j'ai bien compris, c'est la même boîte, hein, je crois. En tout cas, ils ont les mêmes logos, les mêmes designs. Donc a priori, c'est la même boîte. Et ce qui me fait dire ça, c'est que figurez-vous que quand j'ai acheté ma liseuse chez les Furets du Nord, on vous précise bien que quand vous achetez une Vivilio, vous êtes en synchronisation avec votre compte du magasin que vous avez acheté. Donc moi, c'était les Furets du Nord. J'ai acheté des livres en e-book sur les Furets du Nord qui ne sont jamais apparus sur ma Vivilio. J'ai demandé, j'ai encore attendu une semaine pour avoir une réponse, qui me disait bah faut vous connecter à votre compte. Hein. Bah, merci, je l'ai fait. Et au final, j'ai fini par tilter en me disant mais en fait ça se trouve, je vais essayer via Décitre, puisque a priori c'est les mêmes chaînes. Et figurez-vous que ça fonctionnait via Décitre. Donc j'étais ravie de m'être fait prendre pour une imbécile par la personne qui m'a, bref, répondu par mail. J'ai sûrement interprété son ton, mais ça faisait un peu genre... on parle à la neuneu qui n'a pas compris qu'il fallait qu'elle se connecte à son compte, quoi. Donc bon, bref, voilà. Donc chez Décitre, j'ai commandé ça et il est arrivé. Alors là, j'ai redressé les pages le mieux que j'ai pu parce que ça me faisait mal au cœur de le voir dans cet état. Mais en gros, il était absolument défoncé parce que dans le carton, il a été mal conditionné. Et si vous voulez, le carton, il y a des rabats et le rabat a été mis très très bas. Et du coup, le livre... dans le transport, comme il n'était pas fixé ou protégé, il était comme ça, et ben il allait se foutre dans le rabat. Et comme les cartons sont jetés, hein, enfin je sais pas si vous le savez, mais en tout cas sachez-le, hein, protégez bien les trucs que vous envoyez puisque les cartons sont jetés. Et donc forcément, il a dû, le livre, se foutre dans le rabat en carton très épais et ça a défoncé toutes les pages. Donc je suis ravie parce que c'est quand même un ouvrage à 25 € et que le minimum, c'est de conditionner correctement les bouquins qu'on envoie. Donc autant vous dire que j'avoue que là, Décitre et les Furets du Nord, je suis un petit peu... voilà. Entre le coup d'Adi Larue que j'avais commandé chez Décitre, ils ont mis 20 jours avant de me dire, parce que j'ai insisté, ah en fait on l'a plus en stock, et que entre temps tout s'était vendu et que j'ai galéré à le trouver. Bref, ça m'avait bien saoulé. Cette histoire de vidéo, de compte synchronisé à la con, et là le bouquin qui arrive défoncé, ça fait un peu beaucoup, je vous cache pas que... Donc je retire la leçon, je ne commanderai plus de livres chez Décitre. Soit, donc bon, je l'ai reçu, dans l'absolu, il est lisible. C'est juste que, vous voyez, typiquement ce genre de livre, quand vous le recevez d'occasion, il vaut pas grand chose parce qu'il est plus en très bon état, quoi. Enfin, vous voyez, sauf que là le truc est neuf, donc... bref, en tout cas je vais pouvoir le lire. Je leur ai signalé que le livre était abîmé, on verra ce qu'ils proposent comme compensation... pour l'envoi d'un livre dans cet état, parce que c'est quand même abusé. Enfin, je veux dire, pour le principe, c'est abusé, quoi. Je vais pas le renvoyer. S'ils veulent que je le renvoie, je le ferai pas, parce que je vais pas faire pilonner un bouquin qui est lisible, etc. Après, j'espère qu'ils auront la décence de me proposer quand même une solution. On verra bien, on verra bien. Je suis pas du genre à chipoter, mais je trouve ça un peu abusé, là, parce que c'est vraiment une question de conditionnement, en fait. C'est vraiment juste, s'il avait été juste un peu emballé, ou s'il y avait eu un peu de papier pour embourrer, ou si ça avait été fait correctement, en fait, il n'aurait pas été abîmé, quoi. Mais soit. Je suis fatiguée et fâchée, vous l'aurez compris, donc je suis peut-être pas la personne la plus agréable du monde ce soir. J'en suis sincèrement désolée. Je vais donc vous laisser sur ce, parce que je crois que là, vous avez assez entendu râler. Ça fait 12 minutes que je râle. Donc je vais vous laisser, je vous reprendrai demain pour vous dire où j'en suis dans mes lectures. Donc je vous souhaite une bonne nuit pour moi, je ne sais pas quoi pour vous, un bon repas, une bonne journée. Et on se dit à demain. Coucou, nous sommes aujourd'hui jeudi. Voilà, je crois que j'ai pas filmé hier. Le chat a vu que j'ai installé la caméra, donc il est venu squatter le tabouret, ma personne. Bref, donc je dois vous parler de plusieurs lectures puisque j'ai terminé 2 livres et que j'en ai 2 en cours. On va commencer avec ceux que j'ai terminés. Donc j'ai terminé 5 chemins de pardon d'Ursula Le Guin qui était... c'est une guêpe ça ? Qui était donc un SP que j'ai reçu de la part de chez La Talente, que j'ai mis un certain temps à lire parce que quand je l'ai commencé début août, j'étais pas trop dans la SF adulte. J'avais plus envie de... je sais pas trop de quoi, mais pas de SF adulte. Donc je l'avais mis en pause parce que je ne voulais pas gâcher ma lecture. J'ai très très bien fait puisque quand je l'ai repris, j'ai apprécié
à 100% cette lecture. J'ai vraiment adoré. Donc, dans Libération d'une femme, on suit une femme qui est une esclave, qui est donc un mobilier, comme on les appelle, une femme liée, et qui va eh bien, comment dire, passer par différentes étapes. Elle va passer d'abord des baraquements des esclaves qui sont dans les champs à la maison, à la grande maison. Donc elle va être, ça va être divers et varié. Elle va être un petit peu, en gros, animal de compagnie de la maîtresse de maison, puis esclave sexuelle et ainsi de suite. Elle va ensuite être libérée, être remise en... Enfin bref, il va se passer plein de trucs que je ne vais pas trop vous détailler. Mais il va se passer beaucoup de choses dans sa vie. Et on va suivre ce personnage de sa plus jeune enfance jusqu'à la... Pas la fin de sa vie, mais elle est assez âgée, en tout cas carrément adulte. Et c'était absolument passionnant. Ça m'a vraiment beaucoup rappelé Lien de sang d'Octavia Butler sur les thématiques. Je pense notamment au conflit entre les esclaves des champs et les esclaves domestiques, donc de la domesticité dans les maisons des propriétaires. Ça va aborder plein de thèmes, à la fois très durs et très violents, mais très vrais et passionnants. Je pense notamment au fait que l'abolition de l'esclavagisme a tendance un peu à exclure les femmes. Et c'est ce qu'on va très très bien voir ici, puisque quand on dit libérer les esclaves, ça ne sous-entend pas libérer les femmes. Donc les femmes vont toujours être l'esclave des hommes quoi qu'il arrive, en tout cas leur propriété. Et notre personnage va s'appliquer à libérer les femmes aussi. Et à libérer le corps des femmes, puisque dans cette nouvelle, on va développer la théorie, ou je sais pas comment dire, que l'esclavagisme et le fait de ne pas être libre passe beaucoup par le corps, beaucoup par la sexualité notamment. Et c'était absolument passionnant. C'était évidemment très dur. Vous imaginez bien que ce genre de thématique, c'est rarement léger. Et dans la dernière nouvelle qui s'intitule Musique ancienne et les femmes esclaves, on va suivre le personnage de Musique ancienne qui est un diplomate de l'écoumène qui va être sur différentes planètes, mais principalement Yéhové, je crois qu'on dit. Alors à la fin, il y a un lexique où on explique la prononciation des noms. Donc évidemment, j'ai pas tout retenu, vous imaginez bien, mais Yéhové. Ah, Yéhové, pardon. Donc on va suivre ce diplomate plus jeune dans les autres nouvelles, on va le retrouver plusieurs fois, et en fait on va avoir une nouvelle consacrée à sa personne, où il va être au tout début enlevé par des propriétaires plutôt pour l'esclavagisme, et il va se passer pas mal de choses, et il va fréquenter les femmes, donc les femmes esclaves, dans une des propriétés un peu reculées, et ça va encore une fois aborder plein de thématiques absolument passionnantes. Voilà, je vais pas revenir sur toutes les thématiques, bien que je pourrais, parce que j'ai pris plein de notes, mais j'ai pas trop envie d'en dire. Je pense que ça se lit comme ça et ça se découvre comme ça, mais sachez en tout cas que ce recueil a des nouvelles plus ou moins douloureuses et plus ou moins difficiles, mais que dans toutes les nouvelles, on va retrouver la thématique du pardon, que ce soit le pardon du traître, le pardon par rapport à ce qui s'est passé, au passé, à la mémoire, le pardon par rapport parfois aussi entre les esclaves de ce qu'ils peuvent se faire subir. Voilà, ça va aborder toutes ces thématiques qui sont incroyablement bien menées, je trouve, par l'autrice. Peut-être que c'est pas par là qu'il faut commencer l'écoumène, j'imagine. Mais ça m'a pas trop dérangé parce que justement, les nouvelles sont assez liées pour que ça ait du sens. Et surtout, je vous recommande vivement d'aller à la fin, contrairement à ce que j'ai fait, dans les appendices, où vous aurez des explications, il y a encore les marque-pages, où vous aurez des explications sur tout l'univers. Et donc, ça donnera peut-être plus de sens et sera plus clair en lisant les nouvelles. Donc n'hésitez pas, peut-être pas à tout lire, parce que ça peut être un petit peu pénible au début de tout lire, mais en tout cas à vous y référer quand vous êtes dans les nouvelles et que vous avez peur d'être un peu perdu. C'est hyper bien fait, donc je vous ai dit, il y a la prononciation des noms, il y a même un chant à un moment, et on a la petite partition, enfin, c'est très très chouette, très intéressant. Je sais pas très bien quoi vous en dire de plus, j'aimerais bien développer plus longuement les thématiques, mais j'ai pas trop le temps là, et je veux pas que ça dure 1000 ans. Mais sachez que je l'ai lu grâce à Camelot Magicadou et que j'ai bien fait parce que c'était une lecture vraiment instructive. Je pense que c'était pas trop mal de le lire comme je l'ai fait, ça veut dire de lire un petit peu et de le reposer, de pas forcément enchaîner tout, parce que, encore une fois, je trouve que enchaîner des nouvelles, ça peut parfois donner cette impression d'aller trop vite, vu que ça se lit quand même assez vite. Donc voilà, comme là je l'ai lu en parallèle notamment de Pénélope, c'était très très bien comme ça. Donc excellente nouvelle, je remercie les éditions La Talente pour cet envoi qui était vraiment une très belle découverte. Je vais continuer du coup ma découverte de l'autrice avec tout ce que je peux trouver. J'en ai 2 là dans ma palle, j'en ai 3 dans ma palle.
Et j'aimerais bien lire Terre-Mère aussi. On verra bien. Bref, du coup, j'ai enchaîné avec ceci, donc La guerre des trois rois, écrit par Jean-Laurent Del Socorro et illustré par Marc Simonetti, que je vous ai montré, je pense déjà, qui est très très beau. Je vais essayer de vous sortir une autre. Voilà, très très bel ouvrage, qui était très chouette, j'ai beaucoup aimé. En fait, je pense que ça, faut vraiment le lire après avoir lu Royaume de vent et de colère, parce que même si ça se passe avant, vu que ça a été écrit après, même si l'auteur réintroduit un petit peu tout, ça fait plus de sens quand on a suivi les personnages avant et qu'on les connaît déjà un petit peu. Du coup, comme c'était mon cas et que j'avais déjà lu Royaume de vent et de colère, j'étais absolument ravie de retrouver les personnages de... Comment il s'appelle? De la compagnie du chariot, je crois, notamment Axel, qui est un personnage que j'aime beaucoup. On retrouve d'autres personnages aussi qu'on voit dans Royaume de vent et de colère. Pas tant que ça, finalement, mais suffisamment pour que ça ait ce petit goût de on est content d'y retourner et en même temps pour que ça soit quelque chose d'autre. Là, on va se concentrer sur ce moment un petit peu clé de l'histoire de France, où on avait trois rois potentiels. Alors, il y avait un vrai roi de France, hein, Henri III, mais il y avait deux autres candidats au trône de France, à savoir le duc de Guise, qui est un cousin du roi, enfin un cousin des rois de France, qui pouvait prétendre au trône de par sa naissance et qui aurait bien aimé supprimer Henri III pour prendre sa place, et Henri IV, donc le roi de Navarre, qui lui était protestant, qui aussi pouvait prétendre au trône, mais qui n'était pas très bien vu parce qu'il était protestant. Donc on est en plein dans ce moment clé où les trois se disputent le trône de France, avec en fond politique tout ce qui est guerre de religion. Je ne sais pas si je suis claire, je ne sais pas si vous y connaissez en histoire ou pas, et si pour vous ça a du sens. Je l'espère. Sachez que le fond historique et politique est suffisamment bien expliqué pour qu'on ait les tenants et aboutissants, sans que ce soit trop lourd et qu'on rentre trop dans les détails. On a juste ce qu'il faut pour comprendre à peu près les enjeux politiques. Le cadre historique est assez bien respecté, c'est très chouette. Alors, ça reste de l'Uchronie, dans la mesure où il y a évidemment des choses qui ne se sont pas forcément passées exactement comme c'est donné dans le livre, mais on a quand même la trame historique de fond qui est l'histoire avec un grand H. J'ai beaucoup aimé cette novella, c'est très court, ça se lit extrêmement vite, mais parce que ça aborde justement des événements historiques avec des explications un peu magiques, il y a un peu de magie hein, dans cet ouvrage, et vous savez, c'est quand on réécrit l'histoire d'un autre point de vue, et des choses qui sont peut-être un peu obscures dans l'histoire avec un grand H, qui d'un seul coup prennent du sens dans cette réécriture, et moi j'aime beaucoup ça, d'autant que c'est une période que je connais relativement bien, donc ça me parlait pas mal. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'est très chouette. Comme toujours avec Jean-Laurent Del Socorro, bah, là, c'est hyper fluide, ça se lit tout seul, les pages se tournent, on s'en rend même pas compte. Alors évidemment, l'autre pendant et le reproche qu'on peut faire, après c'est une question de goût, c'est que bah, du coup on développe pas forcément énormément les personnages, mais ici on est plus sur un moment clé que sur des personnages. Et si on a lu Royaume de vent et de colère, les personnages on les a, donc il n'y a pas forcément besoin de les développer énormément à mon sens. Et c'est pas quelque chose qui me dérange parce qu'en général, je trouve que les univers sont suffisamment bien développés pour qu'il y ait besoin d'extrêmement développer aussi les personnages. Bref, qu'est-ce que je peux ajouter sur cette lecture? Ça va introduire à la fin un autre ouvrage qui se passe dans la même période et dans le même univers, qui est Du roi je serai l'assassin, où on va suivre le personnage de Silas, mais ça c'est autre chose, mais en tout cas ça introduit ça. Donc ça donne envie évidemment d'enchaîner avec Du roi je serai l'assassin, que je lirai sans aucun doute. Je sais pas quand, mais c'est sûr que je vais le lire parce que ça me tente bien, et que le personnage de Silas, même si on le voit très peu ici, m'avait beaucoup intrigué dans Royaume de vent et de colère. Voilà, au-delà de l'histoire qui était intéressante et de cette réécriture qui était intéressante, ce que j'ai beaucoup aimé, bien évidemment, et c'était un petit peu pour ça que j'ai pris ce livre, ce sont les illustrations qui étaient vraiment très très belles et qui font partie intégrante de l'histoire. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas sur des illustrations qui servent juste à illustrer. On est sur des illustrations qui apportent quelque chose à l'histoire et qui sont introduites, inclus dans l'histoire. Et ça, c'est très très chouette. C'est pour moi un petit plus quand bah, voilà, le support visuel et le support écrit des mots entrent en parfaite cohérence, en parfaite symbiose, et que tout a du sens et qu'on ne peut pas vraiment se passer de l'un ou de l'autre. Alors, vous allez me dire, les illustrations, dans l'absolu, on peut s'en passer. Je veux dire, si on lisait que le texte, ça aurait du sens quand même. Mais ça apporte quelque chose vraiment de... Moi, je trouve qu'il n'est pas négligeable. Voilà. Je vais pas plus m'étendre, je vous recommande cette lecture, mais je vous recommande, comme je vous l'ai dit, de commencer par Royaume de vent et de colère, de manière à savoir
où vous allez à peu près, de manière à avoir déjà un petit peu un avis et un petit peu connaître les personnages pour que ça soit pas trop léger en termes de développement des personnages et, et de le lire pour la beauté de ces dessins que vraiment j'aime énormément. On est sur un ouvrage pour moi de qualité, autant en termes d'objets, c'est-à-dire l'épaisseur du papier, la couverture, les maquettes qui ont été hyper bien travaillées, ça se voit, que sur le contenu à proprement parler. Donc, très bonne lecture, j'en suis ravie. Je serais ravie de continuer ma découverte de Jean-Laurent Del Socorro, un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc ça, c'est mes deux lectures terminées. Qu'est-ce que j'ai avancé un peu La chasseuse et l'alchimiste, donc mon fameux young adult que je lis sur mon téléphone puisque je n'ai plus de liseuse comme vous le savez, qui est toujours aussi intéressant. J'aime vraiment pas mal cette lecture, j'en suis assez étonnée. Je trouve que l'écriture est vraiment de qualité. L'univers et l'ambiance sont très très bons, surtout les passages d'ambiance. Vraiment, les passages d'ambiance pour moi sont très bons, sont très bien menés. Les personnages sont plutôt pas mal. Alors, je dis sont plutôt pas mal parce que pas extrêmement développés, mais ça fait partie des critères du genre, donc c'est normal. Et justement, dans les critères du genre, je trouve qu'ils sont plutôt pas trop mal développés. Voilà. Pour tout ça, je trouve que c'est une très chouette lecture. J'ai envie de savoir, j'en suis à peu près à 40%. Et je trouve que ça avance relativement bien. On n'est pas trop lent, pas trop rapide. Sauf à une chose près, qui est un peu le seul reproche que j'aurais à faire concrètement, à savoir les prémices de sentiments entre les personnages. On sait qu'il va y avoir une romance, c'est pas un secret. Et je trouve que ces prémices de sentiments, en tout cas d'émotions et de réactions physiques entre eux, sont un petit peu amenées comme un cheveu sur la soupe parce que pendant un grand moment, j'ai trouvé qu'ils se supportaient pas, qu'ils s'aimaient pas, ou en tout cas elle ne l'aimait pas et lui, il subissait un petit peu. Et d'un coup, on sait pas trop pourquoi, on dirait qu'il commence à développer des sentiments et je trouve ça un peu bizarrement amené, pas très crédible. On n'a pas en fait assez vu de moments où ils étaient à deux à faire des choses à deux pour croire à ça. Ça pourrait être justifié si on cherche un petit peu en disant que elle est tellement tout le temps toute seule, donc ça s'appelle Margaret, elle est tellement tout le temps toute seule que fréquenter quelqu'un d'autre fait que, mais ça reste un peu léger au vu du caractère de ce personnage féminin. Voilà, donc c'est un peu... Bon, je suis pas très très convaincue, mais après on va voir comment ça évolue. Bref, voilà, donc ça c'est pour la chasseuse et l'alchimiste. Autrement, j'ai avancé à Thousand Ships de Nathalie Haynes, mais je vous en reparlerai plus tard parce que pas le courage. En revanche, j'ai très bien avancé Pénélope Renditac puisqu'il me reste en fait 3 parties à lire puisqu'il reste 3 jours. Et c'est toujours aussi bon pour moi. Alors moi, je suis assez convaincue par cette lecture. Je trouve que l'autrice s'en sort très très bien en termes de politique, d'univers et de crédibilité. C'est-à-dire que tout est bien pensé. Alors, il y a le mythe de base qui est un guide, c'est une certitude, mais je trouve qu'elle arrive à ajouter quelque chose en plus à ce mythe de base, notamment grâce à la compréhension qu'elle amène au lecteur des enjeux politiques de ce qui se passe sur Ithaque pendant que Ulysse a disparu et que Pénélope est seule avec ses fameux prétendants qui envahissent son domaine, voilà. Et je trouve qu'en ça, c'est vraiment très bien mené parce qu'on comprend, enfin moi qui m'étais jamais trop posé la question, je comprends pourquoi Pénélope est dans cette espèce d'immobilité, d'immobilisme par rapport aux prétendants, par rapport à Ulysse. Et je trouve que c'est beaucoup plus crédible la manière dont en parle l'autrice que la vision mythologique du truc, à savoir c'est parce qu'elle aime Ulysse et qu'elle veut pas le trahir. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus à la fois cohérent, puisque je vous rappelle quand même que Ulysse et Pénélope, avant que Ulysse parte, ont été mariés peut-être 1 ou 2 ans, je crois, pas beaucoup plus au pire. Et du coup, la manière dont l'autrice amène les choses est beaucoup plus cohérente, beaucoup plus logique et beaucoup plus intéressante aussi, du coup, parce qu'on n'est pas sur une Pénélope soumise, bien gentille, qui est maligne, hein, parce qu'elle s'en sort, etc. Mais bon, voilà, un peu par soumission. On est vraiment sur un personnage qui est développé, qui est creusé, qui a un fond, enfin voilà, c'est un très bon personnage, le personnage de Pénélope, que j'aime beaucoup. Je trouve aussi qu'en termes d'écriture, c'est très bon. On a des passages qui sont hyper cinématographiques, où on va voir la narratrice qui va se promener à travers une pièce, par exemple typiquement la pièce du festin, et elle va comme ralentir, voire figer le temps, et s'arrêter sur différents personnages pour expliquer des choses sur eux, que ce soit du passé, que ce soit dans leurs intentions immédiates, etc.
Et c'est pas lourd, c'est juste hyper fluide, hyper cinématographique et ça me plaît énormément. Donc voilà, autant en termes de thématiques abordées que de fond que de forme, je trouve ça très très bon. Évidemment, on est sur une narratrice, enfin évidemment, je sais pas si c'est évident pour vous, mais pour moi forcément ça l'est maintenant. On est sur une narratrice qui est aussi intéressante parce que c'est une représentation qu'on n'a pas beaucoup de ce personnage et qui va jouer un petit peu comme Pallas. Ça me rappelle un peu Pallas pour certains aspects, qui va jouer sur les niveaux de langage, de vocabulaire, sur plein de choses qui font que parfois elle va être très prosaïque dans ses propos et parfois ça va être hyper poétique la manière dont elle parle. Elle analyse avec beaucoup de finesse et de précision à la fois les émotions de Pénélope, mais aussi les émotions des fameuses servantes qui vont se retrouver dans la mythologie classique, zigouillées par Ulysse. Bref, c'est voilà, c'est une pépite. On a des personnages masculins qui sont extrêmement caricaturaux, mais c'est peut-être pas si caricatural que ça en fait, et c'est très très bien fait aussi pour ça. Je vous recommande cette lecture. Si vous l'avez dans votre palle, sortez-le. Si vous avez envie de lire quelque chose d'intelligent et de bien écrit, allez-y. Ça se lit tout seul en plus. Et enfin, dernier point lecture. Hein, j'ai 2 jours à rattraper, donc forcément c'est un petit peu long. J'ai attaqué La Géante et le Naufrageur, qui est le tome 1 de la saga 1000 saisons de Léo Henry, qui est un auteur français, francophone français, je ne sais pas trop. Que j'avais reçu en SP de la part de Le Bélial il y a un petit bout de temps maintenant et que j'avais pas encore attaqué parce que, bah, comme d'habitude. Mais là, j'ai lu 60 pages et c'est très très chouette, j'aime beaucoup. On va être sur un début in medias res, donc pas d'introduction, on démarre directement dans le vif du sujet. Et c'est assez drôle parce qu'on a ce fameux narrateur, narratrice je crois d'ailleurs, cette fameuse narratrice, un petit peu comme on peut le retrouver chez Terry Pratchett ou dans les projets secrets, notamment je pense à 13 de la mer d'Émeraude, de Brandon Sanderson avec cette narratrice qui va parfois justifier ses choix de narration, qui va parfois voilà, interpeller le lecteur, et j'aime beaucoup ça quand c'est bien fait. Et là, c'est bien fait. Ça a vraiment ce côté Terry Pratchett, je trouve. C'est, je pense, une inspiration de l'auteur, je pense, je suppose, parce que ça a ce côté parfois drôle, parfois un peu moqueur, un peu cynique, et en même temps, c'est assez... C'est pas aussi compliqué à lire que Terry Pratchett. Ça a ce côté aussi qui peut être lu par un public un peu plus jeune. En tout cas, là où j'en suis, il n'y a rien de traumatisant. Et c'est à la fois très bon quand on est adulte, mais je pense que ça peut être très chouette aussi quand on est plus jeune. Alors après, 7 ans, je sais pas. Mais un public assez jeune, oui, ça peut fonctionner. Donc, j'ai pas beaucoup lu, je peux pas trop vous en dire, si ce n'est que au tout début, ce petit personnage qui s'appelle Patito va rencontrer totalement par hasard la géante qui s'appelle Syzygie, et ils vont tous les deux très vite se lier et partir ensemble pour, on sait pas trop quoi, mais on suppose ce qui va être au final une quête. Le roman est découpé par saison, c'est très chouette, j'aime beaucoup. Donc on a voilà, hiver, printemps, été, automne, avec des pages nommées intersaison. Et j'aime beaucoup ça, je trouve ça très chouette, très, très sympa. Et l'édition est de qualité, je trouve que c'est pas trop chargé, c'est lisible, c'est assez agréable. Franchement, je suis assez séduite pour le moment par ce livre, même si, comme je vous dis, j'en suis vraiment aux prémices. Voilà, on a déjà des tensions, on sait déjà qu'il y a des trucs, voilà, on sait que Syzygie, a priori, est recherchée, probablement parce que c'est une géante et qu'il n'y a plus de géants, quelque chose comme ça, mais on en reparlera au fur et à mesure de ma lecture, puisque je pense pas le terminer cette semaine, ça me semble compliqué. Voilà, c'était un énorme point lecture. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, nous verrons bien. Sinon, aujourd'hui, j'ai reçu 2 livres que je vous montre très rapidement et ensuite je vous laisse. J'ai reçu un livre que j'ai acheté et c'est Rouge de Pascaline Nolo, qui est l'Explora livre de septembre, que je dois lire dans pas trop longtemps. Après, c'est très court, hein, ça fait un peu plus de 300 pages. Et ça a l'air plutôt chouette. Je pense que c'est, j'imagine, une réécriture du Petit Chaperon Rouge. L'autrice est française, ou en tout cas, encore une fois, francophone, je ne sais plus trop. Mais du coup, ça va être très bien. Ça va rentrer dans mon Cocorico Challenge haut la main. Et aussi, je crois que je l'ai casé dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc très très bien. Donc je lirai ça, je vous en reparlerai. Je l'ai acheté d'occasion, voilà. On en reparle bientôt. Et j'ai reçu un SP que j'ai demandé à Folio Fantasy, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais jusqu'à présent, tout ce qui était imaginaire, c'était sous Folio SF. Et Folio a fait
un label dédié fantasy qui s'appelle Folio Fantasy. Donc maintenant il y a Folio SF, Folio Fantasy. Et je pense qu'à cette occasion, il republie tous les livres de fantasy qui étaient sous Folio SF, sous Folio Fantasy. Et donc j'ai demandé Januavera de Jean-Philippe Jaworski qui vient d'être republié, réédité en juillet. Donc je suis très contente, ça va me permettre d'attaquer sa saga des vieux royaumes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc il y a Januavera qui est le tome 0.5 je crois. Ensuite il y a Gagner la guerre qui est une pavasse. Et il y en a un autre après je crois, mais je ne sais plus. Et il est vraiment très très beau. Comme toujours je trouve avec les folios SF, on est sur un ouvrage de qualité à mon sens. Donc j'ai vraiment très envie de le lire, mais je ne peux pas tout plaquer. En tout cas, encore une fois, c'est très chouette puisque Jean-Philippe Jaworski est un auteur francophone, donc ça rentrera dans mon Cocorico Challenge et on pourra en reparler. Je vais essayer de le lire assez rapidement malgré tout. D'une part parce qu'il n'est pas si gros, sincèrement. Bon, ok, c'est 470 pages, mais ça va. Et d'autre part parce que j'ai envie de le lire tout simplement. Voilà. Donc, petit SP reçu aujourd'hui. J'attends encore 2 livres normalement. Donc je sais pas si je vais les avoir cette semaine ou pas. On en reparlera dès que je les ai. Et voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui parce que j'ai beaucoup trop parlé. J'espère que le vlog ne va pas durer trop longtemps. Et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi et je pense que je n'ai pas filmé hier. J'en suis quasi sûre, je ne sais plus à force parce que je me perds dans tous mes rushs. Toujours est-il que je reviens pour clôturer ce vlog et pour vous parler des lectures que j'ai entamées parce que figurez-vous que j'ai entamé 15 000 lectures, j'en ai même terminé d'ailleurs. Donc on va faire un retour très rapide et on en reparlera la semaine prochaine sur Pénélope Reine d'Ithaque de Claire North, qui est vraiment très chouette. Il me reste la dernière partie à lire, donc a priori c'est celle de demain, mais je me suis pris... Enfin, j'ai un peu avancé parce que j'arrivais pas à m'arrêter en toute honnêteté. En tout cas, sachez que j'aime énormément cette lecture. Je ne sais pas exactement où on va. Je n'étais pas sûre, et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, que, vu que c'est un tome 1, que tous les tomes allaient concerner directement Pénélope et Ithaque. Peut-être, je pense que si, je commence à penser que si, vu que, a priori, à 75 pages de la fin, il n'y a pas le bout du nez d'Ulysse qui apparaît, donc peut-être que le tome 2 sera toujours sur Pénélope et Ithaque. Nous verrons bien. Toujours est-il que c'est vraiment très intelligent. La narratrice, c'est Héra. Héra, c'est une déesse dépeinte de plein de façons différentes, comme vous devez probablement le savoir, et je suis de manière générale pas fan des dieux et des déesses grecques dépeints de manière trop humaine, trop dans l'empathie, parce que je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit réaliste. Si tant est qu'on puisse parler de réalisme avec des dieux et des déesses, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on a tendance à beaucoup trop humaniser et adoucir les torts des dieux et des déesses de la mythologie. Là, elle est un peu dans l'empathie, mais, et c'est là où c'est très bon pour moi, elle est dans l'empathie de sororité. Ça veut dire que les seuls personnages qu'elle va vouloir aider et avec qui elle va échanger, enfin échanger non, mais pour qui elle va avoir de l'empathie, ça va être les femmes. Les femmes et beaucoup les mères et beaucoup les femmes jugées, mal jugées par la société patriarcale et misogyne qu'était la Grèce antique. Et du coup, ça rend ça déjà acceptable et même plutôt bon. D'autant que on n'est pas du tout dans quelque chose qui va adoucir les torts de cette société, loin de là. Les personnages masculins sont tous relativement détestables à différentes échelles, mais relativement détestables. Les personnages féminins sont nuancés. À part Pénélope qui apparaît comme un personnage plutôt positif de manière générale, la plupart des autres sont relativement nuancés. Mais même celles qui pourraient être mal jugées ou qui le sont par leur société, typiquement Clytemnestre, qui était donc la femme d'Agamemnon, eh bien, on comprend ses motivations et Héra, dans sa manière de narrer l'histoire, vous fait comprendre pourquoi ça se passe comme ça se passe, et pourquoi elle agit comme elle agit, et pourquoi elle est ce qu'elle est, et pourquoi elle est devenue comme elle est. Bref, c'est très chouette. J'aime beaucoup les valeurs autour de la sororité qui sont données dans cet ouvrage et qui, où les femmes, qu'elles s'apprécient ou pas dans l'ensemble, sont plus ou moins dans une idée de se soutenir et de s'aider parce qu'elles vivent toutes plus ou moins la même chose à différentes échelles, même si évidemment il y a des femmes qui ont des sorts bien pires que d'autres, hein, typiquement les esclaves troyennes, mais, euh, mais on voit qu'en fait même Pénélope qui à un certain... Enfin, mon Pénélope, c'est un peu particulier, vous me direz, parce qu'elle vit dans une situation à ce moment-là qui est très particulière avec les prétendants. Mais on va dire, elle a à manger, elle est quand même en relative sécurité. On insiste bien et on rappelle bien à quel point elle n'a pas le choix de sa vie et qu'elle ne l'a jamais eu.
Et il y a un passage très intéressant où justement on parle de ça et on parle du moment où Ulysse lui a dit bah, est-ce que tu veux m'épouser et qu'elle a apprécié qu'il ait la décence ou je ne sais pas, peut-être la gentillesse de faire semblant qu'elle avait ce choix. Et, et c'est vraiment de ça dont on parle, ce mépris des femmes, ce truc où elles sont, on les considère tellement comme des choses fragiles et un peu inutiles qu'on n'imagine pas tout ce qu'elles sont capables de faire et qui leur permet de faire des choses tant qu'elles ne se font pas attraper. Bref, on en reparlera de toute façon dans le vlog de la semaine prochaine puisque je l'aurai terminé. Sachez juste qu'on est sur un ton très particulier, je comprends que ça n'est pas plu à tout le monde, je l'ai déjà dit mais je le redis, parce qu'on est sur cette narratrice qui est en colère. Et ce ton ressort énormément et ça peut être perturbant, je l'entends, mais pour moi c'est très très bon, très valable et relativement réaliste. Donc bref, en tout cas, c'est une très bonne lecture, j'aime énormément et je suis assez convaincue, sincèrement, par la plume de Claire North. Du coup, comme j'étais très convaincue par la plume de l'autrice, hier en allant en librairie chercher quelque chose qui n'avait rien à voir avec mes propres achats, je me suis pris ceci. Donc c'est le tome 1 de la Maison des Jeux qui s'intitule Le Serpent de la même autrice. Je l'ai vu passer à de nombreuses reprises. Très récemment, je l'ai vu passer chez Aurélie et elle me l'a très bien vendu. Et je l'ai vu passer aussi sur le compte Instagram de Sodome et Gomorre, qui l'a très très bien vendu aussi. J'avais très envie de le lire, je l'ai pris, je l'ai attaqué, je pense le terminer aujourd'hui, parce que effectivement c'est vraiment assez génial. C'est très particulier, mais on est encore sur un personnage féminin extrêmement intéressant. Je vais pas trop développer parce que j'en ai peu lu, hein. Vous voyez c'est tout petit, hein. Ça fait 150 pages, j'en ai lu une trentaine. Donc je vais pas trop développer. Sachez juste concernant le résumé qu'on va suivre une jeune femme qui va être mariée un peu contre son gré par son oncle à un homme qui est noble, donc ça se passe à Venise, mais qui est un joueur, est alcoolique et dépense tout l'argent qu'il a lui et ensuite qu'elle va lui amener par sa dot au jeu. Et la seule volonté de cet homme, c'est de détruire sa femme parce que sa femme est trop lisse selon lui. Elle est trop elle arrive à faire abstraction de tout ce qui peut se passer et lui il veut lui faire du mal. Donc il l'emmène avec lui à la maison de jeu et ce qui va se passer c'est que finalement elle va être repérée par une espèce de loge secrète qui joue mais qui ne joue pas de l'argent ou des possessions, qui joue plutôt des dons et des talents et elle va être acceptée au sein de cette loge et tout ce que je vous dis là arrive au tout début, donc ça n'est pas du spoil, et j'en suis juste après qu'elle ait été acceptée. Donc on en reparlera la semaine prochaine, sans aucun doute. En tout cas, c'est très bien écrit, c'est très intéressant. J'aime énormément le personnage féminin que je trouve très très bon. Bref, on en reparle, je vais pas plus m'étendre. Sinon, hier, j'ai entamé et terminé ceci. Donc c'est Ici et seulement ici de Christelle Dabos qu'il faut absolument que je ramène à la médiathèque, d'où le fait que je me suis un petit peu dépêchée de le lire. Ceci étant dit, c'est 239 pages de jeunesse écrit très très gros. Ça se lit très très vite, très sincèrement. Dans Ici et seulement ici, on va démarrer sur une rentrée au collège avec différents personnages de différents âges, donc dans différentes classes du collège. Et on va parler un peu de leur expérience. On est sur un roman choral, on suit différents points de vue. On entend parler les uns des autres à travers tous les points de vue. Donc voilà, il y a des liens entre les personnages plus ou moins étroits. Et on va suivre ces jeunes, ces enfants pour certains, ces préados pour d'autres, à travers cette année de collège particulièrement difficile. Et c'est vraiment très particulier, je vais avoir beaucoup de difficultés à vous en parler. J'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dedans. Mais je pense que c'est plus dû au fait que j'étais dans des lectures typiquement genre Pénélope, enfin voilà, plus de la fantaisie, voilà, la fantaisie pure, et que là on est dans notre monde à nous. Donc c'est du fantastique, il y a du fantastique, mais c'est notre monde à nous avec un langage d'adolescents, des adolescents qui parlent comme des adolescents, avec ce que ça implique, et j'ai eu un petit peu de mal au début. Ceci étant dit, il y a un moment où je n'ai pu réussir à m'arrêter. Je pense que ça devait être autour de 50 pages ou peut-être quelque chose comme ça. J'étais à fond et j'ai enchaîné et je voulais savoir. On va suivre ces personnages dans leur individualité et dans leurs problématiques personnelles. Là où c'est très bon selon moi, c'est que il y a du fantastique, il y a des choses qui semblent un peu incompréhensibles qui se passent, de manière assez concrète, hein, genre il y a un personnage qui va totalement disparaître et plus personne ne va la voir, et elle est palpable, elle peut se nourrir, etc. Mais elle est bloquée au sein du collège et elle va être physiquement invisible. Et pour moi, à chaque fois, il y a une double explication. Il y a la première lecture, la lecture de surface, où il y a du fantastique et il se passe des trucs bizarres, et il y a la métaphore, ce que ça représente. Ce personnage, que je vais prendre comme exemple,
est un personnage qui fait tout à son entrée en sixième pour totalement se fondre dans la masse, se fondre dans le groupe des autres filles et surtout ne pas se faire repérer ni en bien ni en mal. Parce qu'elle ne veut pas qu'on la voie, elle veut être invisible en fait. Et ça se... Et bon, voilà, vous voyez le lien dans ce que je veux dire. Et on va être voilà, dans ces espèces de manifestations fantastiques, mais qui, pour moi, ont ce double sens métaphorique de ce que peuvent ressentir les préadolescents au collège, que ça soit physique, que ça soit par rapport à l'individu, au groupe, aux envies personnelles qu'on n'arrive pas à exprimer, par rapport... Enfin, voilà, et en ça, c'est très très bon. Je vous garantis, et je pense que tous les avis que j'ai vus disaient la même chose, que vous allez vous retrouver dans au moins un, voire plusieurs des personnages, ou une ou plusieurs des situations que vivent ces personnages. C'est vraiment extrêmement bien écrit. C'est L'univers est incroyable, l'ambiance est incroyable, malaisante mais incroyable. Les personnages sont extrêmement réalistes dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'ils ressentent. Et vous allez forcément vous retrouver dans certaines choses, ou en tout cas, si ça ne vous a pas concerné directement, vous allez forcément retrouver des choses que vous avez pu voir arriver à d'autres. Et c'est à la fois assez cathartique, parce qu'on se rend compte à quel point on n'était pas les seuls, et à quel point le collège, pour tellement de préados, c'était l'horreur, c'était horrible. Et on se le disait pas, mais on vivait tous et toutes plus ou moins la même chose. Donc ça a ce côté cathartique hyper intéressant. Et en même temps, bah c'est bien fait, quoi. Juste. Et c'est intelligent. Je trouve que l'autrice a réussi à saisir, ou alors elle s'en est rappelée parce que ça l'a traumatisée, je ne sais pas, l'essence de ce qui peut se passer dans un enfant slash préado entre 11 et 14 ans. Toutes ces problématiques, et encore une fois je le redis, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient des, autour du groupe et de la masse et de l'effet de groupe, toutes ces problématiques qu'on a frôlées, qu'on a réussi à éviter ou pas, dans lesquelles on a été ou pas, et ça va loin, hein, parce qu'on a des problématiques assez classiques, donc voilà, le fait de vouloir être invisible. Il y en a d'autres qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin avec du harcèlement, des violences. Il y a des trigger warnings quand même dans ce livre. C'est quand même assez dur par moment, et d'autant plus que, bah, voilà, encore une fois, je vous dis, ça peut rappeler des choses, quoi. C'était vraiment un roman particulier, parce que dérangeant, parce que bizarre, parce que malaisant, et en même temps, c'est impossible de dire que c'est un mauvais roman, parce que il atteint le but, je pense, qu'il recherche. Et ça, c'est assez incroyable. Ça veut dire que c'est difficile, je pense, de ne pas se sentir concerné, et concernée directement et personnellement en lisant ça. Parce que je vois pas comment on a pu passer à côté de tout ça, quoi. Et on s'en rappelle pas, on a fait abstraction ou pas. Moi, il y a des choses, quand je les ai lues là-dedans, que j'avais oubliées, mais effectivement, qui existaient dans mon collège il y a X dizaines d'années, quoi. Bon, j'exagère un peu, X dizaines d'années quand même. Quinzaine d'années plutôt. Bref, voilà. Donc c'était très bon, et en même temps c'est difficile de vous dire que j'ai adoré parce que c'est tellement... Ça prend tellement à la gorge, c'est tellement une ambiance qui est... Ça m'a un peu fait penser en termes d'ambiance, si vous voulez, à La maison dans laquelle, donc de je ne sais plus l'autrice, mais je l'ai là, de publier chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Ça a un peu cette ambiance-là, un peu ce truc-là. C'est moins ça se veut un peu plus réaliste, et on est moins dans les enfants un peu bizarres, etc. Mais quand même, il y a de ça. Il y a franchement de ça. Bref, en tout cas, c'était une lecture très très intéressante que je vous recommande si vous êtes capable de passer au-dessus des trigger warnings que je mettrai en barre d'infos, que je vous recommande si vous voulez avoir cet effet cathartique. Après, si le collège a été un réel profond traumatisme pour vous et que vous voulez pas du tout y replonger, n'y allez pas, parce que concrètement, ça peut être, voilà, selon les expériences que vous avez eues au collège, ça peut être très très dur. Voilà, c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit pour cette fin de semaine. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, j'ai chaud, c'est tout. Je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait et que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai pu faire et dont j'ai pu parler. Si elles vous font envie, si elles sont dans votre palle, si vous les avez lues, ce que vous en avez pensé. Ça me fait plaisir, bien évidemment, d'échanger avec vous. C'est un petit peu aussi l'objectif quand même des réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!